Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici on lisait Le fantôme de l'opéra, écrit par Gaston Leroux. C'est notre 7e épisode sur ce roman, si je ne dis pas de bêtises. Et ce soir, nous lirons les chapitres 17, 18 et 19. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez les épisodes précédents et les épisodes à venir dans la playlist et si on lisait Le fantôme de l'opéra, tout simplement. Et enfin, qu'est-ce que je baragouine? Oui, et bien entendu, vous pouvez retrouver, que ce soit dans la barre de lecture de la vidéo ou dans la description de la vidéo, des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, et de vous servir de marque-page pour les différents chapitres. Comme ça, vous avez le loisir de venir picorer les chapitres qui vous plaisent quand vous le désirez. Voilà, voilou. Désolé pour cette introduction un petit peu chaotique. En fait, j'ai l'impression de ne pas dire de bêtises si je dis qu'il y a eu une mise à jour de mon Stream Deck et que du coup, il y a des touches que j'avais bindées. On va dire des. Bon, pour faire simple, il y a des boutons. Normalement, j'appuie dessus et ça met le son direct. Et là, ça ne l'a pas fait. Il y a des boutons d'habitude, ça lance la pub quand je fais la pub de mon Redbubble dans l'intro du live. Donc ça, vous le voyez pas sur YouTube, vous inquiétez pas. Eh bien, ce truc-là, il se lance plus. Donc, il va falloir que, suite à une mise à jour, je revois un petit peu tout ça. Ce qui, je ne vous mens pas, me fait bien chier parce que ça prend du temps. Bref, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si tout allait bien. C'est entre peu et pas grave. Bonsoir à ceux et celles qui me rejoignent en live. Bonsoir Lulu, bonsoir Multifonction Tyler, bonsoir Lilith, ça me fait plaisir de vous voir parmi nous. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y en a d'ailleurs que je n'ai jamais vu, donc j'espère que vous allez apprécier ce premier live auquel vous pouvez assister. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah nouvelle semaine, donc vous vous en doutez, il y aura une lecture ce soir 21 h et vendredi 21 h. Ce que je fais depuis la rentrée, grosso modo. D'ailleurs, cette semaine, je vous en avais parlé un petit peu la fois passée, je me tâtais, machin, bref. Cette fois-ci, j'ai arrêté de me tâter et j'ai pris la décision. À partir de cette semaine, je vous rebalance des programmes des lives. Puisque je suis plutôt régulier et que je pense continuer à être régulier pour encore quelques temps, autant vous communiquer ce qui va se passer, vu que je suis en mesure de vous le communiquer. Donc le lundi, pour ceux que ça intéresse, sur mon Discord, sur mon Facebook, sur mon Twitter et sur mon Insta, le lundi, je ferai un message, un post, une story ou que sais-je, pour vous dire, ok, cette semaine, il y aura des lives tel jour, tel jour, tel jour, et comme ça, vous serez au courant. De toute manière, très très simplement, la majeure partie du temps sur ma chaîne, le mardi et le vendredi 21 h, c'est un live de lecture. Éventuellement d'autres lives au cours de la semaine. Mais pour le moment, vu que je suis en train, voilà, je vous en ai parlé plusieurs fois, de monter un PC, je pense que tant que j'aurai pas terminé ce PC et que bah, j'aurai pas changé de config en fait, tant que j'aurai pas changé de configuration, je ne vais pas reprendre des lives de gaming ou de jeux de rôle ou que sais-je, d'improvisation et tutti quanti. Donc voilà, vous êtes prévenus. A priori, des lives de lecture, ça sera les seuls lives que vous aurez encore pour quelques temps. J'ai l'impression d'être un petit peu perdu, un petit peu éparpillé, de partir un peu dans tous les sens, excusez-moi. Je voulais remercier les gens qui ont follow la chaîne pendant que j'étais en off. Merci à Aldouin, merci à Triantalis, merci à Lilith, merci à Allison et Petit Malin, et merci à AFShin. J'espère ne pas avoir écorché vos pseudos, vous m'excuserez, mais en tout cas ça me fait très plaisir. Je vous lis brièvement dans le chat. Toutoum. Oh, oh, bah merci beaucoup Tyler. Je vais réduire à Tyler, tu m'en voudras pas. Merci beaucoup Tyler pour ce retour, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un retour comme ça d'une évolution sur la chaîne. C'est cool, ça me fait trop plaisir. Et j'espère que vous allez encore voir des évolutions. Je suis en train de chercher. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Enfin oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur la chaîne ces derniers temps. Ne serait-ce que le décorum du live, on va dire.
Ensuite, il y a les émoticônes que j'ai changés récemment. Il y a encore des émoticônes animés que j'ai pas fait, donc ça pourra venir bientôt. Il y a aussi les animations de follow, etc. par exemple. Je vous le remets juste pour le kiff, parce que bon, j'adore cette animation, la petite fusée qui décolle. Donc voilà, j'ai pas encore fini toutes les animations que j'aurais voulu d'ailleurs pour les annonces du live, mais bon, ça se fera peut-être dans un futur proche, je l'espère. Et d'ailleurs, sur les évolutions de ce style, j'ai un peu mis à jour les miniatures sur YouTube rapidement, brièvement. Et je pense que grosso modo, en fait, vu que c'est des choses qui prennent du temps et qui sont pas forcément, pour moi, hyper excitantes, hyper palpitantes, mais qui sont impératives à faire parce que voilà, une fois de temps en temps, bah, il faut upgrade un petit peu la configuration, quoi. Donc je pense que une à deux fois par an, je me mets dessus pendant un mois, quoi, grosso modo. Donc là, voilà, je l'ai fait relativement récemment, cette mise à jour, on va dire, de la chaîne globalement. Donc je pense qu'il va falloir attendre au moins 2023 avant de voir de nouveau de gros changements. Mais les émoticônes animés, les animations pour les annonces du live et éventuellement un passage. Alors ça, je préfère pas. Bon, j'en parle, mais c'est vraiment pas une promesse. Euh, Peut-être, je dis bien peut-être, étant donné que a priori j'ai une meilleure connexion qu'à l'époque où j'ai commencé les lives et que également bah, je vais changer encore une fois de configuration de config PC. Peut-être qu'avec la nouvelle config, je ferai les réglages pour que le live soit disponible en 1080p. Peut-être. C'est un gros questionnement sur Twitch. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est peut-être pas hyper intéressant pour tout le monde et c'est un peu technique potentiellement. Mais grosso modo, ça a toujours été une grosse prise de tête à savoir est-ce qu'on fait du 720p, est-ce qu'on fait du 1080p. Parce que quand tu passes en 1080p, du coup, ça veut dire que tu passes en HD. Sauf que des fois, ton live il est capé et du coup, les gens ne peuvent pas downgrade, donc ne peuvent pas descendre la qualité du live. Donc, si tu envoies des lives en 1080p et que les gens ne peuvent pas descendre la qualité du live, eh bien tu te retrouves avec une partie de ta communauté qui ne peut pas regarder tes lives parce que la qualité est trop haute pour eux. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop rentrer dans le détail, mais c'est à peu près ça. Ceci dit, j'ai l'impression que les années passant, Twitch évoluant, et ainsi de suite, et puis même les habitudes des gens globalement évoluant, tout ça, je pense que un passage en 1080p, ça pourrait être sympathique. Surtout que, on va pas se mytho, la plus grande, la grande majeure même partie de mes vues, etc., c'est sur YouTube. Et du coup, je me dis, j'aime pas dire ça, mais est-ce qu'il faudrait pas parfois un peu sacrifier l'expérience Twitch pour une meilleure expérience YouTube? J'aimerais dans l'idéal ne rien sacrifier du tout, mais en tout cas je me dis ce serait une opportunité sympathique à saisir, de me dire bon bah ok je peux mettre des vidéos en 1080p en HD sur YouTube. Après, on va pas se mytho que de toute manière dans tous les cas, on va dire j'ai pas de pourcentage parce que ça dépend tellement du moment de l'année et de mes envies et ainsi de suite, mais on va dire que Euh, mon activité principale, c'est les lives de lecture. Et pour les lives de lecture, vous n'avez pas besoin d'un visuel en 4K 60 FPS, quoi. Donc, en soi, l'image n'est pas si importante. L'important, c'est plutôt le son. Et puis, après, ouais, je sais pas en fait. En fait, vous voyez, je suis tout tourneboulé par des tonnes de questions qui me viennent dans l'esprit. Par exemple, si je change de PC, ce que je compte faire, eh bien, je risque aussi de vous faire des lives sur Sea of Thieves ou d'autres jeux. Et, euh, et j'espère que par rapport aux anciens lives de gaming, je vais pouvoir mettre le jeu en super beau sa mère. Donc, c'est aussi des questions qui vont se poser peut-être. Bref, en tout cas. Je vous dis ça comme ça à la volée. Vous prenez l'information, vous la prenez pas. Si vous avez des retours à me faire là-dessus, je prends. De toute manière, n'importe quel retour que ce soit sur le fond, sur la forme ou sur quoi que qu'est-ce, n'hésitez pas à les faire sur Twitch, sur YouTube. C'est toujours hyper intéressant pour moi et ça me permet de bah,
constamment me remettre en question, me poser de nouvelles questions, soulever de nouvelles réflexions et éventuellement apporter des améliorations, on espère, parce que voilà, quand on change quelque chose, on n'est pas toujours sûr que ce soit pour être amélioré, mais en tout cas, apporter des changements qui, je l'espère, s'avéreront être des améliorations. Donc c'est tout bénef, c'est tout bénef. N'hésitez surtout pas à faire des retours, bien entendu, dans la plus bienveillante des bienveillances, s'il vous plaît. Bref, le début de ce live n'a que trop duré. Je pense que la lecture de ce soir va être plutôt courte, donc je vais m'activer pour aller dans la lecture directement, pour aller dans le vif du sujet. Euh, Programme assez classique au final sur cette lecture, c'est-à-dire 3 chapitres, 2 pauses du coup, une pause entre chaque chapitre. Le premier chapitre est un peu plus long, les deux suivants sont un petit peu plus courts, c'est pour ça que je pense que ce soir ça va être un live relativement court, je pense qu'on va être aux alentours des 1h20, 1h30, un truc comme ça. Mais bon, c'est le genre de timing que je préfère pour mes lives au final, donc c'est très bien. Pour resituer un tout petit peu le contexte de la dernière fois, on est vraiment à un moment clé, à un moment charnière, je dirais, de l'œuvre, puisque j'ai l'impression qu'on est en train de passer du récit fantastique à la partie plus récit policier. J'ai l'impression que c'est un peu le délire. Donc il y a un assez grand changement, je trouve, dans la narration, dans la manière de raconter l'histoire. Et du coup, je suis très curieux de voir où est-ce que ça va aller dans les événements previously on Le Fantôme de l'Opéra. On a eu la disparition de Christine Daae et du coup, bah, tout le monde qui s'agite et qui s'affole, notamment Raoul, sur où a-t-elle bien pu passer, alors qu'elle était sur scène devant tout le monde, quoi. Donc vraiment la disparition de haute volée. Et puis on a eu aussi l'arrivée du commissaire qui commence à enquêter, qui veut aller rendre visite au directeur, et puis les directeurs qui étaient pas sympas avec leurs employés et qui étaient un petit peu bizarres, qui réclamaient une épingle à nourrice, plein de trucs comme ça. Aussi l'affaire de Mamjiri qui était enfermé par Gabriel et je ne sais plus l'autre personnage qui l'a enfermé. C'était pas Rémi, c'était l'autre. Bref. En tout cas, voilà. Il y a plein d'événements très étranges qui n'ont pas l'air connectés de prime abord, mais je pense qu'ils le seront. Et qui adviennent en même temps. Donc, pour le moment, on est un peu dans un bloubi-boulga de on sait pas trop ce qui est en train de se passer et on sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, une chose est sûre, vraiment, je trouve une grande cassure dans le récit. On change presque complètement de genre, je trouve. Donc je suis très curieux de voir comment va gérer Gaston Leroux là-dessus. Bref, je vous invite à prendre à boire et à manger, chers amis, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous m'écoutez. Et je l'espère, je vous le souhaite en tout cas, passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. On va pouvoir partir. On va pouvoir partir avec ce premier chapitre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute. Et je vous dis à dans une grosse vingtaine de minutes, je pense, pour la première pause de ce soir. Hop. Ok, c'est bon. J'ai eu peur que mon stream deck déconne encore plus que ce que j'aurais cru. C'est bon, on est bon. On est parti, à tout à l'heure. Chapitre 17. Révélations étonnantes de Madame Giry relatives à ses relations personnelles avec le fantôme de l'opéra. Avant de suivre monsieur le commissaire de police mi-froid chez messieurs les directeurs, le lecteur me permettra de l'entretenir de certains événements extraordinaires qui venaient de se dérouler dans ce bureau où le secrétaire Rémy et l'administrateur Mercier avaient en vain tenté de pénétrer, et où messieurs Richard et Moncharmin s'étaient si hermétiquement enfermés dans un dessein que le lecteur ignore encore, mais qu'il est de mon devoir historique, je veux dire de mon devoir d'historien, de ne point lui sceller plus longtemps. J'ai eu l'occasion de dire combien l'humeur de messieurs les directeurs s'était désagréablement modifiée depuis quelque temps, et j'ai fait entendre que cette transformation n'avait pas dû avoir pour unique cause la chute du lustre dans les conditions que l'on sait. Apprenons donc au lecteur, malgré tout le désir qu'auraient messieurs les directeurs qu'un tel événement restât à jamais caché, que le fantôme était arrivé à toucher tranquillement ses premiers 20 000 francs.
Ah, il y avait eu des pleurs et des grincements de dents. La chose, cependant, s'était faite le plus simplement du monde. Un matin, messieurs les directeurs avaient trouvé une enveloppe toute préparée sur leur bureau. Cette enveloppe portait comme suscription à Monsieur Fantôme de l'Opéra, personnel, et était accompagnée d'un petit mot de Fantôme de l'Opéra lui-même. Le moment d'exécuter les clauses du cahier des charges est venu. Vous glisserez 20 billets de 1000 francs dans cette enveloppe que vous cachetterez de votre propre cachet, et vous la remettrez à Madame Giry, qui fera le nécessaire. Messieurs les directeurs ne se le firent pas dire deux fois. Sans perdre de temps à se demander encore comment ces missions diaboliques pouvaient parvenir dans un cabinet qu'ils prenaient grand soin de fermer à clé, ils trouvaient l'occasion bonne de mettre la main sur le mystérieux maître chanteur. Et après avoir tout raconté sous le sceau du plus grand secret à Gabriel et à Mercier, ils mirent les 20 000 francs dans l'enveloppe et confièrent celle-ci sans demander d'explications à Madame Giry, réintégrée dans ses fonctions. L'ouvreuse ne marqua aucun étonnement. Je n'ai point besoin de dire si elle fut surveillée. Du reste, elle se rendit immédiatement dans la loge du fantôme et déposa la précieuse enveloppe sur la tablette de l'appuie-main. Les deux directeurs, ainsi que Gabriel et Mercier, étaient cachés de telle sorte que cette enveloppe ne fut point, par eux, perdue de vue une seconde pendant tout le cours de la représentation et même après, car comme l'enveloppe n'avait pas bougé, ceux qui la surveillaient ne bougèrent pas davantage, et le théâtre se vida, et Madame Giry s'en alla cependant que messieurs les directeurs, Gabriel et Mercier, étaient toujours là. Enfin ils se lassèrent, et l'on ouvrit l'enveloppe après avoir constaté que les cachets n'en avaient point été rompus. À première vue, Richard et Moncharmin jugèrent que les billets étaient toujours là, mais à la seconde vue, ils s'aperçurent que ce n'étaient plus les mêmes. Les 20 vrais billets étaient partis, et avaient été remplacés par 20 billets de la Sainte Farce. Ce fut de la rage, et puis aussi de l'effroi. C'est plus fort que chez Robert Houdin, s'écria Gabriel. Oui, répliqua Richard, et ça coûte plus cher. Moncharmin voulait qu'on courût chercher le commissaire. Richard s'y opposa. Il avait sans doute son plan. Il dit « Ne soyons pas ridicules, tout Paris rirait. Fantôme de l'Opéra a gagné la première manche, nous remporterons la seconde. » Il pensait évidemment à la mensualité suivante. Tout de même, ils avaient été si parfaitement joués qu'ils ne purent, pendant les semaines qui suivirent, surmonter un certain accablement. Et c'était, ma foi, bien compréhensible. Si le commissaire ne fut point appelé dès lors, c'est qu'il ne faut pas oublier que messieurs les directeurs gardaient tout au fond d'eux-mêmes la pensée qu'une aussi bizarre aventure pouvait n'être qu'une haïssable plaisanterie montée sans doute par leurs prédécesseurs, et dont il convenait de ne rien divulguer avant d'en connaître le fin mot. Cette pensée, d'autre part, se troublait par instants chez Moncharmin d'un soupçon qui lui venait relativement à Richard lui-même, lequel avait quelquefois des imaginations burlesques. Et c'est ainsi que, prêts à toutes les éventualités, ils attendirent les événements en surveillant et en faisant surveiller la mère Giry, à laquelle Richard voulut qu'on ne parlât de rien. « Si elle est complice, disait-il, il y a beau temps que les billets sont loin. Mais pour moi, ce n'est qu'une imbécile. » Il y a beaucoup d'imbéciles dans cette affaire, avait répliqué Moncharmin songeur. Est-ce qu'on pouvait se douter, gémit Richard. Mais n'aie pas peur. La prochaine fois, toutes mes précautions seront prises. Et c'est ainsi que la prochaine fois était arrivée. Cela tombait le jour même qui devait voir la disparition de Christine Daae. Le matin, une missive du fantôme qui leur rappelait l'échéance. « Faites comme la dernière fois », enseignait aimablement Fantôme de l'Opéra. « Ça s'est très bien passé. Remettez l'enveloppe dans laquelle vous aurez glissé les 20 000 francs à cette excellente Madame Giry. » Et la note était accompagnée de l'enveloppe coutumière. Il n'y avait plus qu'à la remplir. Cette opération devait être accomplie le soir même, une demi-heure avant le spectacle. C'est donc une demi-heure environ, avant que le rideau se lève sur cette trop fameuse représentation de Faust, que nous pénétrons dans l'antre directorial. Richard montre l'enveloppe à Moncharmin, puis il compte devant lui les 20 000 francs, et les glisse dans l'enveloppe, mais sans fermer celle-ci. « Et maintenant, dit-il, appelle-moi la mère Giry. » On alla chercher la vieille. Elle entra en faisant une belle révérence. La dame avait toujours sa robe de taffetas noir dont la teinte tournait à la rouille et au lilas, et son chapeau aux plumes couleur de suie. Elle semblait de belle humeur. Elle dit tout de suite « Bonsoir, messieurs. C'est sans doute encore pour l'enveloppe. »« Oui, madame Giry, dit Richard avec une grande amabilité. C'est pour l'enveloppe.
Et pour autre chose aussi. À votre service, monsieur le directeur, à votre service. Et quelle est cette autre chose, je vous prie? D'abord, madame Giry, j'aurais une petite question à vous poser. Faites, monsieur le directeur, Mme Giry est là pour vous répondre. Vous êtes toujours bien avec le fantôme? On ne peut mieux, monsieur le directeur, on ne peut mieux. Ah, vous nous envoyez enchanter. Dites donc, madame Giry, prononça Richard en prenant le ton d'une importante confidence. Entre nous, on peut bien vous le dire, vous n'êtes pas une bête. Mais, monsieur le directeur, s'exclama l'ouvreuse en arrêtant le balancement aimable des deux plumes noires de son chapeau couleur de suie. Je vous prie de croire que ça n'a jamais fait de doute pour personne. Nous sommes d'accord, et nous allons nous entendre. L'histoire du fantôme est une bonne blague, n'est-ce pas? Eh bien, toujours entre nous, elle a assez duré. Madame Giry regarda les directeurs comme s'ils lui avaient parlé chinois. Elle s'approcha du bureau de Richard et fit, assez inquiète. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne vous comprends pas. Ah, vous nous comprenez très bien. En tout cas, il faut nous comprendre. Et d'abord, vous allez nous dire comment il s'appelle. Qui donc? Celui dont vous êtes la complice, Mame Giry. Je suis la complice du fantôme? Moi? La complice de quoi? Vous faites tout ce qu'il veut. Oh, il n'est pas bien encombrant, vous savez. Et il vous donne toujours des pourboires. Je ne me plains pas. Combien vous donne-t-il pour lui porter cette enveloppe? 10 francs. Mazette, ce n'est pas cher. Pourquoi donc? Je vous dirai cela tout à l'heure, Mame Giry. En ce moment, nous voudrions savoir pour quelle raison extraordinaire vous vous êtes donné corps et âme à ce fantôme-là plutôt qu'à un autre. Ça n'est pas pour 100 sous ou 10 francs qu'on peut avoir l'amitié et le dévouement de Mame Giry. Ça c'est vrai. Et ma foi, cette raison-là, je peux vous la dire, monsieur le directeur. Certainement, il n'y a pas de déshonneur à ça. Au contraire. Nous n'en doutons pas, Mame Giry. Eh bien, voilà. Le fantôme n'aime pas que je raconte ces histoires. Ha ha, ricana Richard. Mais celle-là, elle ne regarde que moi, reprit la vieille. Donc, c'était dans la loge numéro 5. Un soir, j'y trouve une lettre pour moi, une espèce de note écrite à l'encre rouge. Cette note-là, monsieur le directeur, j'aurais pas besoin de vous la lire. Je la sais par cœur, et je ne l'oublierai jamais, même si je vivais 100 ans. Et madame Giry, toute droite, récite la lettre avec une éloquence touchante. Madame, 1825, mademoiselle Ménétrier, coryphée, est devenue marquise de Cussy. 1832, mademoiselle Marie Taglioni, danseuse, est faite comtesse Gilbert des Voisins. 1846, La Sota, danseuse, épouse un frère du roi d'Espagne. 1847, Lola Montes, danseuse, épouse morganatiquement le roi Louis de Bavière et est créée comtesse de Landsfeld. 1848, mademoiselle Maria, danseuse, devient baronne d'Hermeville. 1870, Thérèse Essler, danseuse, épouse Don Fernando, frère du roi de Portugal. Richard et Moncharmin écoutent la vieille, qui, au fur et à mesure qu'elle avance dans la curieuse énumération de ses glorieux hyménées, s'anime, se redresse, prend de l'audace et finalement, inspirée comme une sibylle sur son trépied, lance d'une voix éclatante d'orgueil la dernière phrase de la lettre prophétique. 1885, Meg Giry, impératrice. Épuisée par cet effort suprême, l'ouvreuse retombe sur sa chaise en disant « Messieurs, ceci était signé le fantôme de l'opéra. J'avais déjà entendu parler du fantôme, mais je n'y croyais qu'à moitié. Du jour où il m'a annoncé que ma petite Meg, la chair de ma chair, le fruit de mes entrailles, serait impératrice, j'y ai cru tout à fait. » En vérité, il n'était point besoin de considérer longuement la physionomie exaltée de Mame Giry pour comprendre ce qu'on avait pu obtenir de cette belle intelligence avec ces deux mots, fantôme et impératrice. Mais qui donc tenait les ficelles de cet extravagant mannequin? Qui? Vous ne l'avez jamais vu, il vous parle et vous croyez tout ce qu'il vous dit, demanda Moncharmin. Oui, d'abord, c'est à lui que je dois que ma petite Meg ait passé coryphée. J'avais dit au fantôme, pour qu'elle soit impératrice en 1885, vous n'avez pas de temps à perdre, il faut qu'elle soit coryphée tout de suite. Il m'a répondu, c'est entendu, et il n'a eu qu'un mot à dire à M. Poligny, c'était fait. Vous voyez bien que M. Poligny l'a vu. Pas plus que moi, mais il l'a entendu. Le fantôme lui a dit un mot à l'oreille, vous savez bien, le soir où il est sorti si pâle de la loge numéro 5.
Moncharmin pousse un soupir. Quelle histoire gémit-il. Ah répond Mame Giry. J'ai toujours cru qu'il y avait des secrets entre le fantôme et M. Poligny. Tout ce que le fantôme demandait à M. Poligny, M. Poligny l'accordait. M. Poligny n'avait rien à refuser au fantôme. Tu entends, Richard, Poligny n'avait rien à refuser au fantôme. Oui, oui, j'entends bien, déclara Richard. M. Poligny est un ami du fantôme. Et comme Madame Giry est une amie de M. Poligny, nous y voilà bien, ajouta-t-il sur un ton fort rude. Mais M. Poligny ne me préoccupe pas, moi. La seule personne dont le sort m'intéresse vraiment, je ne le dissimule point, c'est Madame Giry. Madame Giry, vous savez ce qu'il y a dans cette enveloppe? Mon Dieu, non, fit-elle. Eh bien, regardez. Madame Giry glisse dans l'enveloppe un regard trouble, mais qui retrouve aussitôt son éclat. Des billets de 1000 francs, s'écrie-t-elle. Oui, Madame Giry, oui, des billets de 1000, et vous le saviez bien. Moi, monsieur le directeur? Moi? Je vous jure. Ne jurez pas, Madame Giry. Et maintenant je vais vous dire cette autre chose pour laquelle je vous ai fait venir. Madame Giry, je vais vous faire arrêter. Les deux plumes noires du chapeau couleur de suie, qui affectaient à l'ordinaire la forme de 2 points d'interrogation, se muèrent aussitôt en points d'exclamation. Quant au chapeau lui-même, il oscilla, menaçant sur son chignon en tempête. La surprise, l'indignation, la protestation et l'effroi se traduisirent encore chez la mère de la petite Meg par une sorte de pirouette extravagante, jetée-glissade de la vertu offensée qui la porta d'un bond jusque sous le nez de monsieur le directeur, lequel ne put se retenir de reculer son fauteuil. « Me faire arrêter ?» La bouche qui disait cela sembla devoir cracher à la figure de monsieur Richard les 3 dents dont elle disposait encore. Monsieur Richard fut héroïque. Il ne recula plus. Son index menaçant désignait déjà aux magistrats absents l'ouvreuse de la loge numéro 5. « Je vais vous faire arrêter, Madame Giry, comme une voleuse. » Répète. Et Mame Giry gifla à tour de bras monsieur le directeur Richard avant que monsieur le directeur Moncharmin n'eût eu le temps de s'interposer. Riposte vengeresse. Ce ne fut point la main desséchée de la colérique vieille qui vint s'abattre sur la joue directoriale, mais l'enveloppe elle-même, cause de tout le scandale, l'enveloppe magique qui s'entr'ouvrit du coup pour laisser échapper les billets qui s'envolèrent dans un tournoiement fantastique de papillons géants. Les 2 directeurs poussèrent un cri, et une même pensée les jeta tous les 2 à genoux, ramassant fébrilement et compulsant en hâte les précieuses paperasses. « Ils sont toujours vrais, Moncharmin. » Pardon, mauvais personnage. « Ils sont toujours vrais, Moncharmin. Ils sont toujours vrais, Richard. Ils sont toujours vrais. » Au-dessus d'eux, les 3 dents de Madame Giry se heurtent dans une mêlée retentissante, pleine de hideuses interjections. Mais on ne perçoit tout à fait bien que ce leitmotiv. « Moi, une voleuse, moi !» Elle étouffe, elle s'écrie. « J'en suis ravagée !» Et tout à coup, elle rebondit sous le nez de Richard. « En tout cas, glapit-elle, vous, monsieur Richard, vous devez le savoir mieux que moi où sont passés les 20 000 francs. » Moi? Interrogea Richard stupéfait. Et comment le saurais-je? Aussitôt, Moncharmin, sévère et inquiet, veut que la bonne femme s'explique. Que signifie ceci? Interroge-t-il. Et pourquoi, Madame Giry, prétendez-vous que monsieur Richard doit savoir mieux que vous où sont passés les 20 000 francs? Quant à Richard, qui se sent rougir sous le regard de Moncharmin, il a pris la main de Mame Giry et la lui secoue avec violence. Sa voix imite le tonnerre. Elle gronde, elle roule, elle foudroie. Pourquoi saurais-je mieux que vous où sont passés les 20 000 francs? Pourquoi? Parce qu'ils sont passés dans votre poche, souffle la vieille, en le regardant maintenant comme si elle apercevait le diable. C'est au tour de monsieur Richard d'être foudroyé, d'abord par cette réplique inattendue, ensuite par le regard de plus en plus soupçonneux de Moncharmin. Du coup, il perd sa force dont il aurait besoin dans ce moment difficile pour repousser une aussi méprisable accusation. Ainsi, les plus innocents, surpris dans la paix de leur cœur, apparaissent-ils tout à coup, à cause que le coup qui les frappe les fait pâlir ou rougir, ou chanceler, ou se redresser, ou s'abîmer, ou protester, ou ne rien dire quand il faudrait parler, ou parler quand il ne faudrait rien dire, ou rester secs alors qu'il faudrait s'éponger, ou suer alors qu'il faudrait rester sec, apparaissent-ils tout à coup, dis-je, coupables. Moncharmin a arrêté l'élan vengeur avec lequel Richard, qui était innocent, allait se précipiter sur Madame Giry, et il s'empresse, encourageant, d'interroger celle-ci,
avec douceur. « Comment avez-vous pu soupçonner mon collaborateur Richard de mettre 20 000 francs dans sa poche ?»« Je n'ai jamais dit cela, » déclare Mame Giry, attendu que c'était moi-même en personne qui mettais les 20 000 francs dans la poche de monsieur Richard. Et elle ajouta à mi-voix. « Tant pis, ça y est, que le fantôme me pardonne. » Et comme Richard se reprend à hurler, Moncharmin avec autorité lui ordonne de se taire. « Pardon, 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 laisse cette femme s'expliquer, laisse-moi l'interroger. » Et il ajoute. « Il est vraiment étrange que tu le prennes sur un ton pareil. Nous touchons au moment où tout ce mystère va s'éclaircir. Tu es furieux ? Tu as tort. Moi, je m'amuse beaucoup. » Mame Giry, martyr, relève sa tête où rayonne la foi en sa propre innocence. « Vous me dites qu'il y avait 20 000 francs dans l'enveloppe que je mettais dans la poche de monsieur Richard, mais moi, je le répète, je n'en savais rien. Ni monsieur Richard non plus, du reste. »« Ha ha !» fit Richard, en affectant tout à coup un air de bravoure qui déplut à Moncharmin. « Je n'en savais rien non plus. Vous mettiez 20 000 francs dans ma poche et je n'en savais rien. J'en suis fort aise, madame Giry. »« Oui, » acquiesça la terrible dame. « C'est vrai. Nous n'en savions rien, ni l'un ni l'autre. Mais vous avez bien dû finir par vous en apercevoir. » Richard dévorerait certainement madame Giry si Moncharmin n'était pas là. Mais Moncharmin la protège. Il précipite l'interrogatoire. « Quelle sorte d'enveloppe mettiez-vous donc dans la poche de monsieur Richard ? Ce n'était point celle que nous vous donnions, celle que vous portiez, devant nous, dans la loge numéro 5. Et cependant, celle-là seule contenait les 20 000 francs. »« Pardon, c'était bien celle que me donnait monsieur le directeur que je glissais dans la poche de monsieur le directeur, » explique la mère Giry. « Quant à celle que je déposais dans la loge du fantôme, c'était une autre enveloppe exactement pareille, et que j'avais toute préparée dans ma manche, et qui m'était donnée par le fantôme. » Ce disant, Mame Giry sort de sa manche une enveloppe toute préparée et identique, avec sa souscription à celle qui contient les 20 000 francs. Messieurs les directeurs s'en emparent. Ils l'examinent. Ils constatent que des cachets cachetés de leur propre cachet directorial la ferment. Ils l'ouvrent. Elle contient 20 billets de la sainte farce, comme ceux qui les ont tant stupéfiés un mois auparavant. « Comme c'est simple !» fait Richard. « Comme c'est simple !» répète plus solennel que jamais Moncharmin. « Les tours les plus illustres, répond Richard, ont toujours été les plus simples. Il suffit d'un compère. Ou d'une commère, ajoute de sa voix blanche Moncharmin. Et il continue, les yeux fixés sur madame Giry, comme s'il voulait l'hypnotiser. C'était bien le fantôme qui vous faisait parvenir cette enveloppe, et c'était bien lui qui vous disait de la substituer à celle que nous vous remettions. C'était bien lui qui vous disait de mettre cette dernière dans la poche de monsieur Richard. »« Oh, c'était bien lui. »« Alors, pourriez-vous nous montrer, madame, un échantillon de vos petits talents ? Voici l'enveloppe. Faites comme si nous ne savions rien. À votre service, messieurs. » La mère Giry a repris l'enveloppe chargée de ses 20 billets et se dirige vers la porte. Elle s'apprête à sortir. Les deux directeurs sont déjà sur elle. « Ah non, on ne nous la fait plus. Nous en avons assez. Nous n'allons pas recommencer. »« Pardon, messieurs, » s'excuse la vieille. « Pardon. Vous me dites de faire comme si vous ne saviez rien. Eh bien, si vous ne saviez rien, je m'en irais avec votre enveloppe. »« Et alors, comment la glisseriez-vous dans ma poche ?» argumente Richard que Moncharmin ne quitte pas de l'œil gauche, cependant que son œil droit est fort occupé par madame Giry, position difficile pour le regard. Mais Moncharmin est décidé à tout pour découvrir la vérité. « Je dois la glisser dans votre poche au moment où vous y attendez le moins, monsieur le directeur. Vous savez que je viens toujours, dans le courant de la soirée, faire un petit tour dans les coulisses, et souvent j'accompagne, comme c'est mon droit de mère, ma fille au foyer de la danse. Je lui porte ses chaussons au moment du divertissement, et même son petit arrosoir. Bref, je vas et je viens à mon aise. Messieurs les abonnés s'en viennent aussi. Vous aussi, monsieur le directeur, il y a du monde. Je passe derrière vous, et je glisse l'enveloppe dans la poche de derrière de votre habit. Ce n'est pas sorcier. »« Ça n'est pas sorcier, » gronde Richard en roulant des yeux de Jupiter tonnants. « Ça n'est pas sorcier. Mais je vous prends en flagrant délit de mensonge, vieille sorcière. » L'insulte frappe moins l'honorable dame que le coup que l'on veut porter à sa bonne foi. Elle se redresse, hirsute, les trois dents dehors. « À cause ? » ?»« À cause que ce soir-là, je l'ai passé dans la salle à surveiller la loge numéro 5 et la fausse enveloppe que vous y aviez déposée. Je ne suis pas descendu au foyer de la danse une seconde. »
Aussi, monsieur le directeur, ce n'est point ce soir-là que je vous ai remis l'enveloppe, mais à la représentation suivante. Tenez, c'était le soir où monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. À ces mots, monsieur Richard arrête brusquement madame Giry. Eh, c'est vrai, dit-il, songeur. Je me rappelle. Je me rappelle maintenant. Monsieur le sous-secrétaire d'État est venu dans les coulisses. Il m'a fait demander. Je suis descendu un instant au foyer de la danse. J'étais sur les marches du foyer. Monsieur le sous-secrétaire d'État et son chef de cabinet étaient dans le foyer même. Tout à coup, je me suis retourné. C'était vous qui passiez derrière moi. Madame Giry, il me semblait que vous m'aviez frôlé. Il n'y avait que vous derrière moi. Oh, je vous vois encore. Je vous vois encore. Eh bien oui, c'est ça, monsieur le directeur, c'est bien ça. Je venais de terminer ma petite affaire dans votre poche. Cette poche-là, monsieur le directeur, est bien commode. Et madame Giry joint une fois de plus le geste à la parole. Elle passe derrière monsieur Richard, et si prestement que Moncharmin lui-même, qui regarde de ses deux yeux cette fois, en reste impressionné. Elle dépose l'enveloppe dans la poche de l'une des basques de l'habit de monsieur le directeur. Évidemment, s'exclame Richard un peu pâle. C'est très fort de la part de Fantôme de l'Opéra. Le problème pour lui se posait ainsi. Supprimer tout intermédiaire dangereux entre celui qui donne les 20 000 francs et celui qui les prend. Il ne pouvait mieux trouver que de venir me les prendre dans ma poche sans que je m'en aperçoive, puisque je ne savais même pas qu'ils s'y trouvaient. C'est admirable. Oh, admirable, sans doute, surenchérit Moncharmin. Seulement, tu oublies, Richard, que j'ai donné 10 000 francs sur ces 20 000 et qu'on n'a rien mis dans ma poche à moi. Et c'est la fin du chapitre 17. Hop. On se marque une courte pause. J'ai mis un peu plus de temps que ce que j'aurais cru à lire ce chapitre. Mais bon, ça va, je suis encore dans les temps. J'ai bien kiffé. Je sais pas ce que vous en aurez pensé, mais j'ai bien kiffé. Je sais que j'avais déjà eu des retours de l'écoute aux portes notamment, sur le fait que Mame Giry ou Madame Giry, bref, était un personnage assez haut en couleur et assez sympa à suivre. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle a des interventions, notamment en face des directeurs, ça donne des scènes plutôt marrantes. Euh, et je trouve que Gaston Leroux, d'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais relevé depuis le début de l'œuvre, mais c'est un truc assez plaisant aussi. Dans la narration, encore une fois, Gaston Leroux se permet. Bon, je vais pas dire que qu'on est sur sur un texte comique, quoi. Je vais pas dire qu'on est sur un texte de stand-up, quoi. mais, euh, euh, mais en somme, il se permet une fois de temps en temps une petite vanne au détour d'une phrase, ou. Enfin, une petite vanne. Ça fait vraiment genre. La vanne, ça fait vraiment tagada sur toi, poète poète. Mais ouais, il se permet des petits traits d'esprit une fois de temps en temps. Et ça passe toujours plutôt bien. Je trouve que ça rend le récit léger sans le rendre ridicule. Et du coup, ouais, les passages entre Mame Giry et les directeurs sont toujours vachement intéressants parce que bah, on se rend compte que Giry, elle est, elle est, comment dire, très très honnête et très, ouais, très, très franche, très directe. Voilà, elle est 100% entière, j'ai envie de dire. Et Richard et Moncharmin, ils sont juste en full soupçon, en full engueulade, en full on est en train de nous prendre pour des cons et on comprend pas et on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est toujours intéressant de voir le moment où ils se rendent compte qu'ils se sont fait flouer. Non, franchement, toujours agréable de voir le fantôme de l'opéra leur jouer des tours. Ceci dit, ça m'étonne assez. On n'a pas du tout de nouvelles de la disparition de Christine Daae sur ce chapitre. Mais bon, depuis le début de l'œuvre, on a déjà eu à plusieurs occasions des récits, je vais dire, emmêlés. Même si c'est pas emmêlé structurellement parlant, au moins emmêlé sur leur temporalité. Donc c'est arrivé souvent qu'on ait des actions simultanées qu'on nous raconte en flashback, en flash forward et ainsi de suite. Donc ouais, je pense que on va revenir sur Christine Daae assez rapidement parce que c'est quand même un gros événement du bouquin. Je vous rappelle que la disparition de Christine,
c'est l'événement qui nous est promis presque depuis l'avant-propos, donc depuis le tout début du bouquin. Je vais changer le titre du live et en même temps je vais en profiter pour lire le long message de notre ami Tyler dans le chat. Alors, ça a peut-être rien à voir avec ce que tu disais, mais je me devais de te le dire, mais tu es celui qui m'a dégoté la passion de la lecture de Dracula. Grâce à toi, j'ai pu obtenir plus de 3-4 versions de ce roman et j'aime beaucoup revenir sur cette lecture pour me replonger dans l'univers et principalement pour me concentrer sur des tâches régulières comme le dessin et la cuisine. Mais je suis bien content que tu fasses d'autres lectures car ça me fait découvrir d'autres pépites de la littérature. Eh bien, j'en suis très très heureux et merci beaucoup Tyler pour ce genre de retour. Ça me fait trop trop plaisir. J'adore avoir ce genre de retour. Vraiment, n'hésitez pas. Juste avoir une idée de ce que les gens font, entre guillemets, de mes lectures. De se dire que ça a pu être utile à certains en cours, par exemple. Je sais que voilà, ça aide pas mal de gens au collège, au lycée, à la fac, etc. Ou bien que ce soit juste de la passion. Je sais aussi que j'ai déjà eu des messages hyper émouvants en un sens de personnes qui a priori avaient des difficultés, on va dire plus liées à des handicaps entre guillemets, comme la dyslexie ou ce genre de choses. Donc franchement, ça me fait toujours giga plaisir. J'ai que des retours vraiment adorables, donc bah, merci à vous. Et n'hésitez pas à me les faire parce que déjà, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai l'impression de partager un petit peu un truc avec vous, quoi. Et en plus, au-delà de ça, c'est vachement intéressant aussi pour moi de me dire, ah ok, les gens font telle utilisation de mon contenu, comment je peux peut-être encore améliorer encore une fois, comment je peux améliorer mon contenu, comme je le disais en introduction du live, bah, pour que tout le monde ait encore une meilleure expérience, quoi. Euh, Par exemple, je me suis rendu compte, et là j'ai été très très étonné pour le coup, je me suis rendu compte en me baladant dans les statistiques YouTube hier ou avant-hier, que apparemment la majeure partie de mes vues sur YouTube, c'était des gens qui avaient regardé mes vidéos sur portable. Et ça, je le suspectais pas du tout, du tout, du tout. Je pensais vraiment que j'étais un contenu, entre guillemets, qu'on mettait sur le fond de son PC pendant qu'on faisait autre chose ou quoi. Et je m'attendais pas à ce qu'on me regarde sur portable. Et du coup, je me dis, merde, ça veut dire que les gens me regardent au déplacement ou est-ce que c'est juste qu'ils utilisent leur portable chez eux? J'en sais rien. Enfin, ouais. Ça soulève tout un tas de questions et tout, mais c'est vrai que j'avais pas du tout envisagé cette possibilité-là, par exemple. Et même si là, tout de suite, j'ai pas une manière d'améliorer les lives, de changer les lives pour que ça soit plus adapté au format mobile, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de cette information, quoi. Donc je sais pas trop, j'hésite. Justement, je me suis dit, est-ce que encore une fois, vu que les lectures, l'important c'est le son plutôt que le visuel. Déjà dans la vidéo, globalement, le son c'est plus important que l'image. Mais avec mes lectures, j'ai envie de dire encore plus. Et bah du coup, le fait que vous êtes nombreux à me regarder sur portable, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas que mes prochains investissements, on va dire techniques, mes prochains investissements de matériel, est-ce qu'il faudrait pas que ça soit des investissements au niveau du son pour avoir un meilleur son que ce que je n'ai actuellement? Bref, n'hésitez pas encore une fois à me faire des retours, c'est toujours très intéressant. Lulu, moi ça m'a été utile pour Je suis un chat de Natsume Soseki pour un exposé, merci beaucoup. Ah, trop cool! Trop cool! Mais ça me fait trop plaisir, bah, franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, Natsume Soseki, pour un exposé, à quel niveau d'études? Si c'est pas trop indiscret. T'es pas obligé de répondre si tu veux pas, bien sûr, mais à quel niveau d'études? Parce que ça m'intrigue vachement. Je trouve que, euh, je trouve que Je suis un chat de Natsume Soseki, c'est pas giga accessible. Enfin, si en soi ça peut être accessible. Si, si en fait là je pense que je laisse parler mon avis sur cette œuvre très subjectif. Parce que a priori vous aviez été nombreux à avoir bien apprécié Je suis un chat. Ça avait été un peu moins mon cas. Je peux même vous retrouver vite fait ça, tiens. Je peux même vous retrouver. Alors hop dans mes fichiers tata. Moi je l'avais quand je fais mes tier list.
Natsume Soseki, je l'avais casé. Il faut que je prenne la tier list 2020-2021, je pense. C'est ça. Donc oui, je suis un chat de Natsume Soseki. Je l'avais mis dans la catégorie Ai-Ouille, qui est l'avant-dernière catégorie de mes tier list. Et vous l'aviez mis dans la catégorie sympa. Donc, deux cases au-dessus et en plein milieu, on va dire, de mes notations. Donc, vous aviez les viewers beaucoup plus appréciés que moi, je suis un chat. Donc, je vais pas trop, je vais pas trop vous imposer mon avis sur cette œuvre parce que je suis très minoritaire a priori. C'était en première année, j'avais juste un mini résumé à faire en japonais. Ah, super! Ok, super cool. Ah, c'est trop bien en plus que ce soit pour des études de japonais du coup. Giga bien. Ça fait trop plaisir. Ok. Bah c'est très cool. J'ai rien de plus à dire que c'est très cool. Sur ce, les amis, la pause a duré déjà pas mal de temps, je crois. Je vais enchaîner sans plus attendre. Comme je vous le disais, les deux chapitres à venir sont beaucoup plus courts. Pipapou pipou. Voilà, on est sur même pas 10 pages et même pas 10 pages. Donc ça va aller très très vite. Malgré tout, ils sont un peu plus longs que. Ouais, bon, bref. Je parle beaucoup trop, j'analyse beaucoup trop des choses qui sont inutiles à analyser. Genre dans ma tête, je suis en mode ah ouais, ça fait comme à tel live et machin, nani. Enfin bon, bref. On s'en fout. Bref. Je vais vous lire le chapitre 18, je vais faire une pause, je vous lirai le chapitre 19. C'est très bien. Hop, je passe sur le setup lecture. Et je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente écoute, que vous me regardiez sur Twitch en live ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques petites minutes pour la dernière pause de ce soir, en fait, tout simplement. À tout à l'heure. Chapitre 18. Suite de la curieuse attitude d'une épingle de nourrice. La dernière phrase de Moncharmin exprimait d'une façon trop évidente le soupçon dans lequel il tenait désormais son collaborateur pour qu'il n'en résultât point sur le champ une explication orageuse, au bout de laquelle il fut entendu que Richard allait se plier à toutes les volontés de Moncharmin dans le but de l'aider à découvrir le misérable qui se jouait d'eux. Ainsi, arrivons-nous à l'entracte du jardin, pendant lequel monsieur le secrétaire Rémy, à qui rien n'échappe, a si curieusement observé l'étrange conduite de ses directeurs, et dès lors rien ne nous sera plus facile que de trouver une raison à des attitudes aussi exceptionnellement baroques et surtout si peu conformes à l'idée que l'on doit se faire de la dignité directoriale. La conduite de Richard et Moncharmin était toute tracée par la révélation qui venait de leur être faite. Premièrement, Richard devait répéter exactement ce soir-là les gestes qu'il avait accomplis lors de la disparition des premiers 20 000 francs. Deuxièmement, Moncharmin ne devait pas perdre de vue une seconde la poche de derrière de Richard dans laquelle madame Giry aurait glissé les seconds 20 000. À la place exacte où il s'était trouvé lorsqu'il saluait monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, vint se placer monsieur Richard, avec, à quelques pas de là, dans son dos, monsieur Moncharmin. Madame Giry passe, frôle monsieur Richard, se débarrasse des 20 000 dans la poche de la basque de son directeur et disparaît. Ou plutôt, on la fait disparaître. Exécutant l'ordre que Moncharmin lui a donné quelques instants auparavant, avant la reconstitution de la scène, Mercier va enfermer la brave dame dans le bureau de l'administration. Ainsi, il sera impossible à la vieille de communiquer avec son fantôme. Et elle se laissa faire, car Mame Giry n'est plus qu'une pauvre figure déplumée, effarée d'épouvante, ouvrant des yeux de volaille ahurie sous une crête en désordre, entendant déjà dans le corridor sonore le bruit des pas du commissaire dont elle est menacée, et poussant des soupirs à fendre les colonnes du grand escalier. Pendant ce temps, M. Richard se courbe, fait la révérence, salue, marche à reculons, comme s'il avait devant lui ce haut et tout-puissant fonctionnaire qu'est M. le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Seulement, si de pareilles marques de politesse n'eussent soulevé aucun étonnement dans le cas où devant monsieur le directeur se fût trouvé monsieur le sous-secrétaire d'État, elles causèrent aux spectateurs de cette scène si naturelle, mais si inexplicable, une stupéfaction bien compréhensible, alors que devant monsieur le directeur, il n'y avait personne. Monsieur Richard saluait dans le vide, se courbait devant le néant, et reculait,
marchait à reculons, devant rien. Enfin, à quelques pas de là, M. Moncharmin faisait la même chose que lui. Et repoussant M. Rémy, suppliait M. l'ambassadeur de la Borderie et M. le directeur du Crédit Central de ne point toucher à M. le directeur. Moncharmin, qui avait son idée, ne tenait point à ce que, tout à l'heure, Richard vint lui dire « Les 20 000 francs disparus, c'est peut-être M. l'ambassadeur ou M. le directeur du Crédit Central, ou même M. le secrétaire Rémy. » D'autant plus que, lors de la première scène de l'aveu même de Richard, Richard n'avait, après avoir été frôlé par Madame Giry, rencontré personne dans cette partie du théâtre. Pourquoi donc, je vous le demande, puisqu'on devait exactement répéter les mêmes gestes, rencontrerait-il quelqu'un aujourd'hui ? Ayant d'abord marché à reculons pour saluer, Richard continua de marcher de cette façon par prudence, jusqu'au couloir de l'administration. Ainsi, il était toujours surveillé par derrière par Moncharmin, et lui-même surveillait ses approches par devant. Encore une fois, cette façon toute nouvelle de se promener dans les coulisses qu'avaient adopté messieurs les directeurs de l'Académie nationale de musique ne devait évidemment point passer inaperçue. On la remarqua. Heureusement pour messieurs Richard et Moncharmin qu'au moment de cette tant curieuse scène, les petits rats se trouvaient à peu près tous dans les greniers. Car messieurs les directeurs auraient eu du succès auprès des jeunes filles. Mais ils ne pensaient qu'à leurs 20 000 francs. Arrivé dans le couloir mi-obscur de l'administration, Richard dit à voix basse à Moncharmin « Je suis sûr que personne ne m'a touché. Maintenant, tu vas te tenir assez loin de moi et me surveiller dans l'ombre jusqu'à la porte de mon cabinet. Il ne faut donner l'éveil à personne, et nous verrons bien ce qui va se passer. » Mais Moncharmin réplique « Non, Richard, non. Marche devant. Je marche immédiatement derrière. Je ne te quitte pas d'un pas. » « Mais, s'écrie Richard, jamais comme cela on ne pourra nous voler nos 20 000 francs. »« Je l'espère bien, déclare Moncharmin. Alors ce que nous faisons est absurde. Nous faisons exactement ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, je t'ai rejoint à ta sortie du plateau, au coin de ce couloir, et je t'ai suivi dans le dos. C'est pourtant exact, soupire Richard en secouant la tête et en obéissant passivement à Moncharmin. 2 minutes plus tard, les deux directeurs s'enfermaient dans le cabinet directorial. Ce fut Moncharmin lui-même qui mit la clé dans sa poche. « Nous sommes restés ainsi enfermés tous deux la dernière fois, fit-il, jusqu'au moment où tu as quitté l'opéra pour rentrer chez toi. »« C'est vrai. Et personne n'est venu nous déranger ? » ?»« Personne. »« Alors, interrogea Richard, qui s'efforçait de rassembler ses souvenirs, « alors j'aurais été sûrement volé dans le trajet de l'opéra à mon domicile. »« Non, fit sur un ton plus sec que jamais Moncharmin. Non, ce n'est pas possible. C'est moi qui t'ai reconduit chez toi dans ma voiture. Les 20 000 francs ont disparu chez toi. Cela ne fait plus pour moi l'ombre d'un doute. » C'était là l'idée qu'avait maintenant Moncharmin. « Cela est incroyable !» protesta Richard. « Je suis sûr de mes domestiques. Et si l'un d'eux avait fait ce coup-là, il aurait disparu depuis. » Moncharmin haussa les épaules, semblant dire qu'il n'entrait pas dans ces détails. Sur quoi Richard commence à trouver que Moncharmin le prend avec lui sur un ton bien insupportable. « Moncharmin, en voilà assez. »« Richard, en voilà trop. Tu oses me soupçonner ? » ?»« Oui, d'une déplorable plaisanterie. »« On ne plaisante pas avec 20 000 francs. »« C'est bien mon avis, » déclare Moncharmin, déployant un journal dans la lecture duquel il se plonge avec ostentation. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » demande Richard. « Tu vas lire le journal maintenant. »« Oui, Richard, jusqu'à l'heure où je te reconduirai chez toi. »« Comme la dernière fois. »« Comme la dernière fois. » Richard arrache le journal des mains de Moncharmin. Moncharmin se dresse, plus irrité que jamais. Il trouve devant lui un Richard exaspéré, qui lui dit, en se croisant les bras sur la poitrine, geste d'insolent défi depuis le commencement du monde. « Voilà, fait Richard, je pense à ceci. Je pense à ce que je pourrais penser si, comme la dernière fois, après avoir passé la soirée en tête-à-tête avec toi, tu me reconduisais chez moi, et si, au moment de nous quitter, je constatais que les 20 000 francs avaient disparu de la poche de mon habit. Comme la dernière fois. »« Et que pourrais-tu penser ? » s'exclama Moncharmin cramoisi. « Je pourrais penser que, puisque tu ne m'as pas quitté d'une semelle, et que selon ton désir, tu as été le seul à approcher de moi comme la dernière fois, je pourrais penser que si ces 20 000 francs ne sont plus dans ma poche, ils ont bien des chances d'être dans la tienne. » Moncharmin bondit sous l'hypothèse. « Oh !» s'écria-t-il. « Une épingle de nourrice !»« Que veux-tu faire d'une épingle de nourrice ? »« T'attacher. Une épingle de nourrice ! Une épingle de nourrice !»« Tu veux m'attacher avec une épingle de nourrice ? » ?»« Oui, t'attacher avec les 20 000 francs, comme cela que ce soit ici
ou dans le trajet d'ici à ton domicile ou chez toi, tu sentiras bien la main qui tirera ta poche. Et tu verras si c'est la mienne, Richard. Ah, c'est toi qui me soupçonnes maintenant. Une épingle de nourrice. Et c'est dans ce moment que Moncharmin ouvrit la porte du couloir en criant « Une épingle de nourrice! Qui me donnera une épingle de nourrice ?» Et nous savons aussi comment, dans le même instant, le secrétaire Rémy, qui n'avait pas d'épingle de nourrice, fut reçu par le directeur Moncharmin, cependant qu'un garçon de bureau procurait à celui-ci l'épingle tant désirée. Et voici ce qu'il advint. Moncharmin, après avoir refermé la porte, s'agenouilla dans le dos de Richard. « J'espère, dit-il, que les 20 000 francs sont toujours là. »« Moi aussi, fit Richard. Les vrais demanda Moncharmin, qui était bien décidé cette fois à ne pas se laisser rouler. Regarde, moi je ne veux pas les toucher, déclara Richard. Moncharmin retira l'enveloppe de la poche de Richard et en tira les billets en tremblant, car cette fois, pour pouvoir constater fréquemment la présence des billets, il n'avait ni cacheté l'enveloppe ni même collé celle-ci. Il se rassura en constatant qu'ils étaient tous là, fort authentiques. Il les réunit dans la poche de la basque et les épingla avec grand soin. Après quoi il s'assit derrière la basque qu'il ne quitta plus du regard, pendant que Richard, assis à son bureau, ne faisait pas un mouvement. « Un peu de patience, Richard, » commanda Moncharmin. « Nous n'en avons plus que pour quelques minutes. La pendule va bientôt sonner les 12 coups de minuit. C'est aux 12 coups de minuit que la dernière fois nous sommes partis. Oh, j'aurai toute la patience qu'il faudra. » L'heure passée, lente, lourde, mystérieuse, étouffante. Richard essaya de rire. « Je finirai par croire, fit-il, à la toute-puissance du fantôme. Et en ce moment particulièrement, ne trouves-tu pas qu'il y a dans l'atmosphère de cette pièce un je ne sais quoi qui inquiète, qui indispose, qui effraie ?»« C'est vrai, » avoua Moncharmin qui était réellement impressionné. « Le fantôme, » reprit Richard à voix basse, et comme s'il craignait d'être entendu par d'invisibles oreilles. « Le fantôme. Si tout de même c'était un fantôme qui frappait naguère sur cette table les 3 coups secs que nous avons fort bien entendus, qui dépose les enveloppes magiques, qui parle dans la loge numéro 5, qui tue Joseph Bucket, qui décroche le lustre, et qui nous vole, car enfin, il n'y a que toi ici et moi. Et si les billets disparaissent sans que nous y soyons pour rien, ni toi ni moi, il va bien falloir croire aux fantômes. Aux fantômes. » À ce moment, la pendule sur la cheminée fit entendre son déclenchement, et le premier coup de minuit sonna. Les 2 directeurs frissonnèrent. Une angoisse les étreignait dont ils n'eussent pu dire la cause et qu'ils essayaient en vain de combattre. La sueur coulait sur leur front, et le 12e coup résonna singulièrement à leurs oreilles. Quand la pendule se fut tue, ils poussèrent un soupir et se levèrent. « Je crois que nous pouvons nous en aller, » fit Moncharmin. « Je le crois, » obtempéra Richard. « Avant de partir, tu permets que je regarde dans ta poche ? » ?»« Mais comment donc, Moncharmin ? Il le faut !»« Eh bien ?» demanda Richard à Moncharmin, qui tâtait. « Eh bien, je sens toujours l'épingle. »« Évidemment, comme tu le disais fort bien, on ne peut plus nous voler sans que je m'en aperçoive. » Mais Moncharmin, dont les mains étaient toujours occupées autour de la poche, hurla. « Je sens toujours l'épingle, mais je ne sens plus les billets. »« Non, ne plaisante pas, Moncharmin, ça n'est pas le moment. Mais tâte toi-même. » D'un geste, Richard s'est défait de son habit. Les 2 directeurs s'arrachent la poche. La poche est vide. Le plus curieux est que l'épingle est restée piquée à la même place. Richard et Moncharmin pâlissaient. Il n'y avait plus à douter du sortilège. « Le fantôme, » murmure Moncharmin. Mais Richard bondit soudain sur son collègue. « Il n'y a que toi qui as touché à ma poche. Rends-moi mes 20 000 francs. Rends-moi mes 20 000 francs. »« Sur mon âme, » soupire Moncharmin qui semble prêt à se pâmer. « Je te jure que je ne les ai pas. » Et comme on frappait encore à la porte, il alla l'ouvrir marchant d'un pas quasi automatique, semblant à peine reconnaître l'administrateur Mercier, échangeant avec lui des propos quelconques, ne comprenant rien à ce que l'autre lui disait, et déposant d'un geste inconscient, dans la main de ce fidèle serviteur complètement ahuri, l'épingle de nourrice, qui ne pouvait plus lui servir de rien. Et c'est la fin du chapitre 18. Nous passons à la dernière pause de ce soir. Décidément,
Désolé, hein, je vous fais des retours techniques. Ça va peut-être pas parler à la plupart d'entre vous, je ne sais pas. Mais décidément, il y a une mise à jour du Stream Deck qui me fait pas mal suer, pour rester poli. Parce que il s'éteint. Et du coup, s'il s'éteint, comment je fais pour appuyer sur les boutons pour dire que je veux changer de scène? Bref, c'est censé être un truc pour faciliter le fait de changer de scène et d'autres commandes. Donc du coup, c'est censé rester allumé et à disposition, sinon ça ne facilite rien du tout. C'est complètement con. Bref, c'est pas grave. Je suis pas fan de la dernière mise à jour, on va dire. Sinon, concernant la lecture, j'ai bien kiffé ce chapitre 18. Franchement, chapitre 17 et 18, ils font un bon diptyque, un bon duo. Ça fonctionne bien. Et bah encore une fois, je trouve ça toujours très très amusant de voir les directeurs. En fait, les directeurs, c'est des personnages pas forcément très aimables. Et du coup, c'est des personnages dont on aime bien bah, se moquer en fait un petit peu. En tout cas, voir qu'ils sont sujets aux facéties du fantôme. Je trouve ça vachement plaisant. Je trouve ça vachement plaisant. Et ça continue à construire du coup cette aura complètement charismatique, complètement fantastique et surnaturelle en fait, du fantôme. Parce que il y a quand même beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup d'événements depuis le début du roman qui semblent pas du tout explicables de manière rationnelle. En tout cas, dans la manière dont ça nous est présenté, enfin, j'ai l'impression que Gaston Leroux ou le narrateur, bref, nous présente ça vraiment d'une manière très mystique, d'une manière vraiment magique en fait presque. Donc ouais, je pense qu'on est carrément sur une piste surnaturelle. Est-ce qu'on va être sur une piste surnaturelle jusqu'au bout? C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'œuvre se caractérise comme une œuvre fantastique? Ou est-ce que, à la fin, un peu à la manière des enquêtes de Sherlock Holmes ou quoi, on va avoir un dénouement en mode enquête policière en disant, en fait, quand il s'est passé ça, c'est parce qu'un tel a fait telle chose et ceci et cela. Mais j'avoue que ça me paraît vraiment gros et que je vois assez difficilement comment ça pourrait être fait. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment sur du fantastique pur. En tout cas, maintenant qu'on en a terminé avec cet épisode de nos deux directeurs, je vois au titre du prochain chapitre qu'on va passer sur des personnages bien différents. Et j'espère que je vais réussir à me mettre dans le délire parce que du coup faire de nouvelles voix, et je me rappelle plus spécialement des voix que j'avais fait à ces personnages. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des voix suffisamment différentes pour que vous arriviez quand même à apercevoir qui peut parler dans le dialogue. Mais c'est vrai que ça va pas être évident. Je suis en train de regarder tout. Si je vous lisais 8 pages supplémentaires, je pourrais vous lire un chapitre qui a l'air de fonctionner en duo avec le chapitre que je m'apprête à vous lire. Mais si je fais ça, ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile pour moi de séparer en 30 pages pour la prochaine fois. Et vu qu'en moyenne je fais 30 pages sur cette lecture par live, alors que si je fais pas ça, ça nous ferait arriver ici. Non, bah écoutez, désolé, peut-être que ça sera un peu plus dur de rattacher les wagons et peut-être que j'abîme un petit peu une unité de sens qu'a voulu donner l'auteur. Mais je vais vous lire le chapitre 19, sans plus attendre, qui se titre Le commissaire de police, le vicomte et le persan, et le chapitre 20, qui se titre Le vicomte et le persan. Je vous le lirai vendredi à 21h. Ainsi qu'un autre chapitre, et a priori j'en lirai que deux la prochaine fois. Voili, voilou. Le vicomte, le persan et le commissaire de police. Alors attendez. Le commissaire de police, je pense à peu près voir comment je le faisais. Le vicomte, du coup, c'est le vicomte Chani, donc c'est Raoul, j'imagine. Donc Raoul, ça va, je le faisais avec une voix plutôt similaire à la mienne. Et le persan, par contre, je vois pas du tout quelle voix je lui faisais. Bon, bref. On va y aller au feeling. On va voir comment ça se passe.
Je vous souhaite une dernière fois ce soir une excellente écoute à tous et à toutes. Et vous dis encore une fois à dans quelques minutes, cette fois-ci pour l'outro du live. On est y part. Chapitre 19. Le commissaire de police, le vicomte et le persan. La première parole de monsieur le commissaire de police, en pénétrant dans le bureau directorial, fut pour demander des nouvelles de la chanteuse. Christine Daae n'est pas ici. Il était suivi, comme je l'ai dit, d'une foule compacte. Christine Daae? Non, répondit Richard. Mauvais personnage. Christine Daae? Non, répondit Richard. Pourquoi? Quant à Moncharmin, il n'a plus la force de prononcer un mot. Son état d'esprit est beaucoup plus grave que celui de Richard, car Richard peut encore soupçonner Moncharmin, mais Moncharmin, lui, se trouve en face du grand mystère. Celui qui fait frissonner l'humanité depuis sa naissance. L'inconnu. Richard reprit, car la foule autour des directeurs et du commissaire observait un impressionnant silence. Pourquoi me demandez-vous, monsieur le commissaire, si Christine Daae n'est pas ici? Parce qu'il faut qu'on la retrouve, messieurs les directeurs de l'Académie nationale de musique, déclare solennellement monsieur le commissaire de police. Comment? Il faut qu'on la retrouve. Elle a donc disparu? En pleine représentation. En pleine représentation. C'est extraordinaire. N'est-ce pas? Et ce qui est tout aussi extraordinaire que cette disparition, c'est que ce soit moi qui vous l'apprenne. En effet, acquiesce Richard, qui se prend la tête dans les mains et murmure. Quelle est cette nouvelle histoire? Oh, décidément, il y a de quoi donner sa démission. Et il s'arrache quelques poils de sa moustache, sans même s'en apercevoir. Alors, fait-il comme en un rêve, elle a disparu en pleine représentation. Oui, elle a été enlevée à l'acte de la prison, dans le moment où elle invoquait l'aide du ciel, mais je doute qu'elle ait été enlevée par les anges. Et moi j'en suis sûr. Tout le monde se retourne. Un jeune homme, pâle et tremblant d'émotion, répète. J'en suis sûr. Vous êtes sûr de quoi? Interroge mi-froid. Que Christine Daae a été enlevée par un ange, monsieur le commissaire, et je pourrais vous dire son nom. Ah ah! Monsieur le vicomte de Chagny, vous prétendez que mademoiselle Christine Daae a été enlevée par un ange de l'opéra, sans doute. Raoul regarde autour de lui. Évidemment, il cherche quelqu'un. À cette minute où il lui semble si nécessaire d'appeler à l'aide de sa fiancée le secours de la police, il ne serait pas fâché de revoir ce mystérieux inconnu qui, tout à l'heure, lui recommandait la discrétion. Mais il ne le découvre nulle part. Allons, il faut qu'il parle. Il ne saurait toutefois s'expliquer devant cette foule qui le dévisage avec une curiosité indiscrète. Oui, monsieur, par un ange de l'opéra, répondit-il à monsieur Mifroid, et je vous dirai où il habite quand nous serons seuls. Vous avez raison, monsieur. Et le commissaire de police, faisant asseoir Raoul près de lui, met tout le monde à la porte, excepté naturellement les directeurs, qui cependant n'eussent point protesté, tant ils paraissaient au-dessus de toutes les contingences. Alors Raoul se décide. Monsieur le commissaire, cet ange s'appelle Eric. Il habite l'opéra, et c'est l'ange de la musique. L'ange de la musique. En vérité. Voilà qui est fort curieux. L'ange de la musique. Et, tourné vers les directeurs, monsieur le commissaire de police mi-froid demande « Messieurs, avez-vous cet ange-là chez vous ?» Messieurs Richard et Moncharmin secouèrent la tête sans même sourire. « Oh, fit le vicomte, ces messieurs ont bien entendu parler du fantôme de l'opéra. Eh bien, je puis leur affirmer que le fantôme de l'opéra et l'ange de la musique, c'est la même chose, et son vrai nom est Éric. » Monsieur Mifroid s'était levé et regardait Raoul avec attention. « Pardon, monsieur, est-ce que vous avez l'intention de vous moquer de la justice ?»« Moi ?» protesta Raoul, qui pensa douloureusement, encore un qui ne va pas vouloir m'entendre. « Alors qu'est-ce que vous me chantez avec votre fantôme de l'opéra ?»« Je dis que ces messieurs en ont entendu parler. »« Messieurs, il paraît que vous connaissez le fantôme de l'opéra. » Richard se leva, les derniers poils de sa moustache dans la main. « Non, messieurs le commissaire, non, nous ne le connaissons pas, mais nous voudrions bien le connaître, car pas plus tard que ce soir, il nous a volé 20 000 francs. » Et Richard tourna vers Moncharmin un regard terrible qui semblait dire « Rends-moi les 20 000 francs ou je dis tout. » Moncharmin le comprit si bien qu'il fit un geste éperdu. « Ah, dis tout, dis tout. » Quant à Mifroid, il regardait tour à tour les directeurs et Raoul et se demandait s'il ne s'était point égaré dans un asile d'aliénés. Il se passa la main dans les cheveux. « Un fantôme, dit-il,
qui le même soir enlève une chanteuse et vole 20 000 francs, est un fantôme bien occupé. Si vous le voulez bien, nous allons serrer les questions. La chanteuse d'abord, les 20 000 francs ensuite. Voyons, monsieur de Chagny, tâchons de parler sérieusement. Vous croyez que mademoiselle Christine Daae a été enlevée par un individu nommé Eric. Vous le connaissez donc, cet individu? Vous l'avez vu? Oui, monsieur le commissaire. Où cela? Dans un cimetière. Monsieur Mifroid sursauta, se reprit à contempler Raoul et dit « Évidemment, c'est ordinairement là que l'on rencontre les fantômes. Et que faisiez-vous dans ce cimetière ?»« Monsieur, dit Raoul, je me rends très bien compte de la bizarrerie de mes réponses et de l'effet qu'elles produisent sur vous. Mais je vous supplie de croire que j'ai toute ma raison. Il y va du salut de la personne qui m'est la plus chère au monde avec mon frère bien-aimé Philippe. Je voudrais vous convaincre en quelques mots, car l'heure presse et les minutes sont précieuses. Malheureusement, si je ne vous raconte point la plus étrange histoire qui soit par le commencement, vous ne me croirez point. Je vais vous dire, monsieur le commissaire, tout ce que je sais sur le fantôme de l'opéra. Hélas, monsieur le commissaire, je ne sais pas grand-chose. Dites toujours s'exclamèrent Richard et Moncharmin, subitement très intéressés. Malheureusement pour l'espoir qu'ils avaient conçu un instant d'apprendre quelques détails susceptibles de les mettre sur la trace de leur mystificateur, ils durent bientôt se rendre à cette triste évidence que M. Raoul de Chagny avait complètement perdu la tête. Toute cette histoire de perrosse guirec, de tête de mort, de violon enchanté, ne pouvait avoir pris naissance que dans la cervelle détraquée d'un amoureux. Il était visible, du reste, que M. le commissaire Mifroid partageait de plus en plus cette manière de voir, et certainement le magistrat eût mis fin à ses propos désordonnés, dont nous avons donné un aperçu dans la première partie de ce récit, si les circonstances elles-mêmes ne s'étaient chargées de les interrompre. La porte venait de s'ouvrir, et un individu singulièrement vêtu d'une vaste redingote noire et coiffé d'un chapeau haut de forme à la fois râpé et luisant, qui lui entrait jusqu'aux 2 oreilles, fit son entrée. Il courut au commissaire et lui parla à voix basse. C'était quelque agent de la sûreté, sans doute, qui venait rendre compte d'une mission pressée. Pendant ce colloque, M. Mifroid ne quittait point Raoul des yeux. Et enfin, s'adressant à lui, il dit « Monsieur, c'est assez parlé du fantôme. Nous allons parler un peu de vous, si vous n'y voyez aucun inconvénient. Vous deviez enlever ce soir mademoiselle Christine Daae. »« Oui, monsieur le commissaire. »« À la sortie du théâtre ?»« Oui, monsieur le commissaire. » Toutes vos dispositions étaient prises pour cela. Oui, monsieur le commissaire. La voiture qui vous a amené devait vous emporter tous les deux. Le cocher était prévenu, son itinéraire était tracé à l'avance. Mieux, il devait trouver à chaque étape des chevaux tout frais. C'est vrai, monsieur le commissaire. Et cependant, votre voiture est toujours là, attendant vos ordres, du côté de la rotonde, n'est-ce pas? Oui, monsieur le commissaire. Saviez-vous qu'il y avait, à côté de la vôtre, 3 autres voitures? Je n'y ai point prêté la moindre attention. C'était celle de mademoiselle Sorelli, laquelle n'avait point trouvé de place dans la cour de l'administration, de la Carlotta et de votre frère, monsieur le comte de Chagny. C'est possible. Ce qui est certain, en revanche, c'est que, si votre propre équipage, celui de la Sorelli et celui de la Carlotta, sont toujours à leur place, au long du trottoir de la rotonde, celui de monsieur le comte de Chagny ne s'y trouve plus. Cela n'a rien à voir, monsieur le commissaire. Pardon? Monsieur le comte n'était-il pas opposé à votre mariage avec mademoiselle Daae? Ceci ne saurait regarder que la famille. Vous m'avez répondu. Il y était opposé, et c'est pourquoi vous enleviez Christine Daae loin des entreprises possibles de monsieur votre frère. Eh bien, monsieur de Chagny, permettez-moi de vous apprendre que votre frère a été plus prompt que vous. C'est lui qui a enlevé Christine Daae. Oh, gémit Raoul, en portant la main à son cœur. Ce n'est pas possible. Vous êtes sûr de cela? Aussitôt après la disparition de l'artiste qui a été organisée avec des complicités qui nous resteront à établir, il s'est jeté dans sa voiture qui a fourni une course furibonde à travers Paris. À travers Paris? Râla le pauvre Raoul. Qu'entendez-vous par à travers Paris? Et hors de Paris. Hors de Paris? Quelle route? La route de Bruxelles. Un cri rauque s'échappa de la bouche du malheureux jeune homme. Oh, s'écrie-t-il, je jure bien que je les rattraperai. Et en 2 bonds, il fut hors du bureau. Et ramenez-nous là, crie joyeusement le commissaire. Hein? Voilà un tuyau qui vaut bien celui de l'ange de la musique. Sur quoi M. Mifroid se retourne sur son auditoire stupéfait et lui administre ce petit cours de police honnête mais nullement puéril. Je ne sais point du tout si c'est réellement M. le comte de Chagny qui a enlevé Christine Daae,
Mais j'ai besoin de le savoir, et je ne crois point qu'à cette heure, nul mieux que le vicomte son frère ne désire me renseigner. En ce moment, il court, il vole. Il est mon principal auxiliaire. Tel est, messieurs, l'art que l'on croit si compliqué de la police, et qui apparaît cependant si simple, dès que l'on a découvert qu'il doit consister à faire cette police surtout par des gens qui n'en sont pas. Mais monsieur le commissaire de police mi-froid n'eût peut-être pas été si content de lui-même s'il avait su que la course de son rapide messager avait été arrêtée dès l'entrée de celui-ci dans le premier corridor, vide cependant de la foule des curieux que l'on avait dispersés. Le corridor paraissait désert. Cependant, Raoul s'était vu barrer le chemin par une grande ombre. « Où allez-vous si vite, monsieur de Chagny ?» avait demandé l'ombre. Raoul, impatienté, avait levé la tête et reconnu le bonnet d'Astrakhan de tout à l'heure. Il s'arrêta. « C'est encore vous !» s'écria-t-il d'une voix fébrile. « Vous qui connaissez les secrets d'Éric et qui ne voulez pas que j'en parle. Et qui donc êtes-vous ?»« Vous le savez bien, je suis le persan, » fit l'ombre. Et c'est la fin du chapitre 19. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live. Ok. Bon voilà, comme je vous disais, le chapitre 19 se font vraiment suite directe, a priori. Comme c'est le cas pas mal dans les derniers chapitres d'ailleurs, il n'y a plus tellement d'ellipses. Mais en tout cas, le chapitre 20 va mettre en scène le vicomte et le persan. Donc, pour savoir ce que le vicomte et le persan ont à se dire, et surtout qu'est-ce que le persan veut au vicomte Chagny en fait, eh bien ce sera vendredi à 21h. En tout cas, c'est très très cool. J'aime assez bien le virage qu'a pris cette lecture. Je trouve que c'est bien réalisé de la part de Gaston Leroux. Bon, je vais pas vous mytho, hein. On arrive au 7e live, donc j'ai plus forcément énormément de nouvelles choses à vous dire sur l'œuvre. Donc voilà, je vais pas rabâcher à l'infini ce que j'ai déjà pu dire. Et du coup, les pauses, l'outro et tout vont forcément être un peu plus courts. Mais non, franchement, je trouve ça très sympathique. J'aime bien le virage que ça a pris. Et je trouve que le passage dans le côté beaucoup plus enquête, en tout cas dans la forme, enquête rationnelle et carrée, quoi, se passe plutôt bien. Le gendarme qui ment à Chani pour qu'il fasse le travail à sa place, je trouve ça marrant et bien vu, et à la fois je suis en mode bah super quoi. Enfin bref, c'est fou, c'est fou je trouve. Et du coup de voir toujours Richard et Moncharmin complètement aux abois, complètement du père en fait. Et surtout, j'ai beaucoup aimé l'introduction de ce chapitre qui dit que grosso modo, bah, autant Moncharmin, il est face. Enfin, autant Richard, il peut encore soupçonner Moncharmin, autant Moncharmin, il est vraiment dans l'inconnu complet, et il comprend pas ce qui se passe, et du coup, ça peut devenir un peu terrifiant. Je trouve ça très bien vu de la part de l'auteur d'avoir présenté les choses comme ça. Parce que, bah voilà, le fait. C'est toujours un truc qui fonctionne bien. Le fait de faire prendre conscience au personnage des choses au fur et à mesure, et que y a un décalage dans la compréhension de ces choses entre les personnages, voire entre les personnages et le lecteur et le narrateur, et ainsi de suite. C'est des manières de présenter les choses qui fonctionnent très bien, je trouve. Euh, Qu'allais-je dire également? Ouah, je ne sais plus. En tout cas, il va y avoir encore pas mal de choses à voir parce que là, il y a plein d'événements simultanés. Il récupère pas mal ces techniques de début de roman à faire des actions simultanées qu'on va revenir expliquer derrière. Et puis on va se dire, bon, voilà, là je vous ai raconté tout ce laps de temps. Maintenant, je vais vous raconter le même laps de temps, mais avec des personnages différents. Et après, on va rattacher les deux histoires et ainsi de suite. Voilà, c'est des comment dire, c'est des techniques tout simplement en fait, des techniques que Gaston Leroux emploie beaucoup. Mais encore une fois, je trouve ça très bien vu parce que ça ajoute
une certaine dynamique, un truc un peu rythmé. Et ouais, ça ajoute des surprises parce que vraiment, le live précédent, c'est ce que je vous disais, le live précédent, j'avais un peu moins apprécié la lecture parce que j'étais beaucoup plus du père, j'étais beaucoup plus hein, perplexe. Et je me disais, attends, là, il y a vachement d'éléments, c'est très fouillis, je comprends pas où on va d'un seul coup, c'est très bizarre. Et en fait, bah aujourd'hui, on revient un peu sur ces éléments un par un pour les expliciter, notamment, bah voilà, par exemple, l'épisode de l'épingle à nourrice qu'on comprend beaucoup mieux. Donc c'est vachement bien vu, je trouve. C'est très bien vu de mettre un peu le doute, de mettre un peu la stupéfaction, la surprise aux lecteurs qui du coup sont dans l'incompréhension et cherchent à comprendre, et du coup de nous apporter ces éléments de réponse a posteriori, de manière un petit peu découpée spécialement, et ainsi de suite. Pour tenir en haleine le lecteur, je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc bah voilà, j'ai toujours rien à dire de plus après 7 lives sur le fantôme de l'opéra, à part, c'est... Attendez, je n'ai rien d'autre à dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que le fantôme de l'opéra est une très très bonne surprise et franchement, c'est en train de se classer haut dans les lectures que j'ai pu faire dans ma vie. J'allais dire lors des lives, mais en fait, même dans ma vie globale, le fantôme de l'opéra prend une petite place sympathique. Je pense pas qu'il entre dans le top 3, top 5, mais je pense qu'il peut, ouais, il peut entrer dans le top 10 des meilleures lectures de ma life, en vrai, hein, le fantôme de l'opéra. Et un top 10, c'est déjà pas rien. Enfin voilà, je reviendrai là-dessus peut-être plus en détail, soit à la fin de la lecture, soit dans une tier list future. Peut-être que, après avoir passé 6 mois, 1 an sans y revenir, au final, ça m'aura pas laissé un souvenir si impérissable. On va voir, on va voir. C'est aussi très particulier la manière dont les œuvres évoluent dans notre psyché et dans notre cœur sur la durée. C'est assez, comment on dit, impalpable. C'est très volatile. Bref, sur ce, je vous invite, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette lecture. N'hésitez pas à me laisser un commentaire également, à vous abonner à la chaîne, à partager et tutti quanti. Pour la suite, ça sera donc vraisemblablement chapitre 20 et 21, et je ne pense pas plus, pour vendredi à 21h. Je vous rappelle également que cette semaine, outre les lives, il y aura une veillée qui aura lieu sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord quasiment tous les dimanches de 21h à minuit. On discute, on joue à des jeux de société, voire des jeux vidéo, voire des jeux de rôle parfois. Enfin bref, on s'amuse bien en tout cas. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Et puis on est bon, on est bon, on est bon. On touche pas encore à la fin, mais on y arrive. On touche pas encore à la fin, mais on y arrive. Allez, on a fait un bon 2 tiers, je pense. Un bon 2 tiers du fantôme de l'opéra. J'ai une petite frayeur que ça tire un chouïa trop en longueur et que je commence à me lasser un petit peu vers la fin. On va voir si les rebondissements et ainsi de suite sont suffisants de la part de Gaston Leroux pour, pour nous satisfaire. Mais ouais, c'est une petite truc qui me tracasse. On verra, on verra. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée, une excellente nuit. Et je vous remercie d'être passé, Lulu, Tyler, Lilith. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture. Bye bye, des bisous.